Passons donc maintenant à notre histoire des études nubiennes. Donc, quel est l'état de la question? Et voyons tout d'abord la saga du déchiffrement qui n'est pas finie encore. Alors, commençons par quelques phrases que vous pouvez lire. Vous pouvez les lire sans difficulté, dans la mesure où il s'agit de l'alphabet latin. Alors, ça signifie que ces phrases qui sont tirées de textes anciens étaient inscrites dans une écriture que nous connaissons. Et donc, il a été possible de translittérer en écriture latine. Alors, en fait, toutes ces phrases correspondent à des langues inconnues ou très mal connues. Ce n'est pas totalement vrai d'ailleurs pour le méroïtique, puisque la phrase que je vous donne, qui vient d'une stèle de Naga, tout à fait en bas, et en fait, on en comprend un petit peu tout de même, au moins les deux derniers éléments, et il devient de plus en plus difficile de trouver des textes méroïtiques dans lesquels plus rien n'est compris, hein, et heureusement d'ailleurs. Alors, voyons donc que sont ces langues. Eh bien, il s'agit du picte pour la première, donc parlé et écrit en Écosse au Moyen Âge, de l'étrusque, donc une langue disparue du nord de l'Italie, qui était parlée jusqu'au 1er siècle de notre ère. Ensuite, nous sommes en France avec la troisième inscription. C'est une phrase du plomb du Larzac qui date du 2e siècle après Jésus-Christ. Et enfin, la dernière est effectivement, comme je vous l'ai dit, un extrait d'une stèle de Naga en méroïtique. Eh bien, toutes ces langues ont pour point commun d'être écrites avec un système que l'on est capable de translittérer, de lire en quelque sorte, mais la structure même des langues, le vocabulaire de ces langues sont inconnus ou très mal connus, et le résultat est que l'écriture est déchiffrée, en revanche, la langue ne l'est pas véritablement. Alors c'est quelque chose de malheureusement extrêmement fréquent. Il y a plus de langues anciennes non déchiffrées que de langues anciennes parfaitement connues. Et si on jette un petit coup d'œil, encore, ce n'est pas un tableau exhaustif, vous verrez qu'elles sont parfois très très proches de nous. Alors, effectivement, le Soudan est loin, ici avec le méroïtique. Nous avons vu le picte en Écosse, nous avons vu l'étrusque en Italie, le gaulois en France, mais la péninsule ibérique, par exemple, compte quatre langues anciennes qui ne sont pas déchiffrées ou très mal, comme le lusitanien, le tartessien, l'ibère et le celtibère. En Italie du Nord et dans les Alpes, pas moins de trois langues attendent des déchiffrements. Il s'agit du rète dans les Alpes, du camunique en Italie du Nord et du ligure sur la côte du même nom. En Italie du Sud, là, c'est beaucoup plus de langues qui ne sont pas déchiffrées. Je vous ai sélectionné donc le Picène, plus exactement le Picène du Sud d'ailleurs, donc sur la côte non loin d'Ancône. Dans les Pouilles, on trouve le messapien, qui est une langue indo-européenne, mais qui n'appartient pas à un groupe connu. Et puis en Sicile, pas moins de trois, les Limiens, le Sicane et le Sicule. Ensuite, dans l'île de Crète, qui n'est pas si grande pourtant, on en possède tout de même, à côté du mycénien qui a été déchiffré, parce que c'est un état ancien du grec, on a le minoen qui l'a précédé et qui n'est pas connu, ainsi que les théocrétois, qui posent également de redoutables problèmes de traduction. En Grèce du Nord, nous avons le lemnien sur l'île de Lemnos, mais qui est très probablement un dialecte étrusque. Et puis en Asie mineure, également énormément de langues très très mal connues. Je pourrais citer le palaïte, le pisidien, etc. Je vous ai indiqué le phrygien, le carien et le lycien, hein. Deux de ces langues sont des langues indo-européennes, le carien et le lycien, qui appartiennent donc
à la famille du hittite, mais elles sont extrêmement mal connues et difficilement traduisibles jusqu'à présent. Les Théocrétois, j'ai mis les Théocrétois, excusez-moi. Donc il s'agit en fait de l'éthéo-chypriote, hein. L'éthéo-chypriote à Chypre et le hatti, donc qui est la première langue, la langue la plus ancienne du royaume hittite, sont également indéchiffrés. L'ourartéen et le hourite, qui sont des langues apparentées, hein, l'ourartéen dans la région du lac de Van, donc en Turquie, dans le pays arméno-kurde, et le hourite en Syrie, sont des langues qui sont approchées notamment parce qu'on a beaucoup de bilingues avec l'akkadien, le sumérien, mais le hittite aussi. Mais en revanche, on ne peut pas considérer, si vous voulez, qu'elles sont parfaitement connues. Et puis également, dans un endroit, la Mésopotamie et la Susiane, où on imaginerait que les langues sont bien connues, on pense évidemment aux Sumériens, à l'Akkadien, etc. Eh bien non, on trouve encore deux langues, parmi d'autres d'ailleurs, le cassite et l'élamite, qui résistent à la traduction systématique de leurs textes. L'élamite est assez bien connu, mais comme le hourite et l'oartéen, on est très loin de comprendre absolument tout l'ensemble du vocabulaire. Voilà donc un petit aperçu de ces langues qui, comme le méroïtique, peuvent être lues, mais qui ne peuvent pas être totalement comprises. Alors si nous revenons maintenant sur nos quatre exemples, nous pouvons donner quelques conditions pour que ces langues puissent être déchiffrées. Et la première condition, c'est le nombre de textes. Si on a très peu de textes, évidemment, le déchiffrement sera difficile. C'est le cas du Picte, pour lequel on possède, je crois, une douzaine de textes, si je ne m'abuse, peut-être une vingtaine, hein. Pour l'étrusque, les textes sont nombreux, à peu près 10 000 textes, malheureusement extrêmement répétitifs, très courts, beaucoup d'épitaphes très très courtes, hein. Et cela donc désavantage la possibilité de la compréhension de ces textes. Pour le gaulois, c'est un peu la même chose. On a un peu plus de 10 000 textes et qui sont également souvent courts et répétitifs. Alors, le méroïtique, on en a moins, puisque dans l'ensemble, nous avons pour l'instant à peu près 2 000 textes connus. Mais en revanche, ce sont des textes qui sont souvent très longs, hein. Ce sont des textes extrêmement variés et donc, même s'ils ne sont pas extrêmement abondants, les textes que nous possédons sont souvent beaucoup plus intéressants au niveau du déchiffrement que ceux qu'on peut posséder pour le gaulois et l'étrusque. Et puis, un autre facteur limitant, c'est celui de l'appartenance de la langue à une famille linguistique connue. Donc, commençons par le Picte. Eh bien voilà, la famille linguistique n'est pas vraiment connue. On pense qu'une partie, peut-être certains disent qu'il y a deux Pictes, dont un celtique et un pré-celtique. Étant donné le nombre de textes et de peu de choses que nous arrivons à comprendre, pour l'instant, il est impossible de répondre. L'étrusque, en revanche, la réponse est claire, la réponse est non, hein. Il n'y a aucune langue apparentée connue, hein, proche de l'étrusque. Le lemnien, le rhète, dont j'ai parlé tout à l'heure dans le tableau que je vous ai donné de l'ensemble des langues non traduites, donc le rhète et le lemnien sont très probablement proches. Le lemnien est juste une autre forme de l'étrusque, par exemple. Mais en revanche, ils ne sont pas mieux connus. En fait, ce sera plutôt le lemnien, l'étrusque qui aidera pour le lemnien et le rhète que l'inverse, hein. Et s'il y a des rapports avec des langues, comme par exemple les langues caucasiennes, ils sont tellement lointains que cela n'aidera pas du tout à la compréhension des textes étrusques. Alors le gaulois, oui, là on possède sa famille, il appartient à la grande famille des langues celtiques, et c'est un des grands avantages que possèdent les spécialistes qui travaillent à sa traduction. Et cette traduction est d'ailleurs de mieux en mieux
Elle est meilleure maintenant, notre connaissance, que celle qu'on pouvait posséder il y a une cinquantaine d'années. Enfin, le méroïtique, la famille linguistique du méroïtique est une découverte récente, donc à partir de 2003, et elle est présentée dans mes ouvrages. Alors, une autre possibilité de traduction, ce serait effectivement de disposer de textes bilingues. Donc, voici le compte-rendu de la dernière année d'enseignement du professeur Leclan. Nous sommes donc en 1989-90, peu de temps avant que je commence à travailler moi-même là-dessus, et vous voyez que le bilan était extrêmement pessimiste. Attendu que la nature profonde de la langue méroïtique échappe encore, le seul espoir semble devoir être placé dans la découverte d'une inscription bilingue. Alors c'est un espoir auquel j'avoue je ne crois guère, hein. Pour qu'on ait des textes bilingues, il faut des conditions qui n'étaient pas réunies dans le royaume de Méroé, comme nous allons le voir un petit peu plus loin. Les textes bilingues, on en possède, hein, mais ce sont des textes tellement courts et si peu informatiques qu'en aucun cas ils ne peuvent nous aider, hein. Voici par exemple une de plusieurs inscriptions retrouvées sur des jarres à vin de la tombe d'une reine méroïtique à Betraouia Nord, donc dans la grande nécropole royale de Méroé. Et se trouve donc une inscription en démotique au-dessus, qui est Irepenkemi, vin d'Égypte. Et l'inscription qui se trouve en dessous est une paraphrase méroïtique, c'est même pas une traduction, hein. Kumushao, ça vient d'Égypte, made in Egypt en quelque sorte, hein. Vous voyez qu'effectivement on est très très loin de la pierre de Rosette. Alors pourtant, plusieurs langues anciennes ont été comprises grâce au bilingue. C'est le cas du sumérien. Le sumérien appartient à une famille totalement disparue, dont il est le seul exemple connu. Et donc on ne pouvait pas compter sur la comparaison linguistique. Excusez-moi. Et en fait, c'est le nombre extraordinaire de bilingues que l'on possède avec notamment l'acadien, qui vont jusqu'à des glossaires, enfin vraiment, véritablement des textes qui ont vraiment aidé à la compréhension du sumérien, hein. C'est cela qui a permis donc de traduire cette langue ancienne. Alors, un petit peu plus près de nous, au début du XXe siècle, le tocarien a été traduit. Donc le takarien, c'est la langue indo-européenne la plus à l'est. Elle était parlée au Moyen Âge dans les oasis du désert de Taklamakan, donc dans le Xinjiang, la province orientale de la Chine actuelle. Et les textes qui ont été retrouvés sont pour la plupart des sutras bouddhiques, hein, donc des textes sacrés pour lesquels nous possédons soit des versions dans d'autres langues, soit tout simplement les versions originelles en pali et en sanskrit. Alors c'est de cette manière des textes bilingues dans la mesure où nous possédons des originaux dans une autre langue. Et le tokarien a donc pu être assez facilement déchiffré. Alors, les bilingues peuvent d'ailleurs nous surprendre, hein. Pendant très longtemps, on a espéré qu'on trouverait des textes de bonne ampleur bilingues en latin et en étrusque, puisque l'étrusque était une langue connue des élites latines jusqu'au deuxième siècle avant Jésus-Christ, hein. Eh bien non, en fait, à Purgui, dans les années 60, ont été trouvées des lamelles d'or venant du temple local, qui représentaient donc un texte en étrusque et sa traduction, non pas en latin, mais en phénicien. Eh bien, on aurait pu penser, en punique exactement, hein, on aurait pu penser que ce bilingue allait beaucoup aider, et en fait non. On s'est aperçu que s'agissait presque plus d'une paraphrase, que le texte phénicien, enfin non, punique si vous préférez, présentait des difficultés extrêmes d'interprétation, et donc cela n'a pas du tout aidé. Et donc, il n'est pas certain que l'existence de bilingue soit la panacée universelle qu'il faille attendre. Le bilingue
prestigieuse, c'est la pierre de Rosette, mais il faut bien se rendre compte que la pierre de Rosette n'a pas permis du tout le déchiffrement de la langue égyptienne. Il a permis, aidé en partie au déchiffrement, et en partie seulement, au déchiffrement de l'écriture égyptienne. Mais si la langue égyptienne n'avait pas été connue, notamment par le copte, qui est son état le plus récent, eh bien nous serions dans la même situation que le méroïtique. Et le déchiffrement de la langue égyptienne elle-même doit beaucoup plus évidemment au copte, que connaissait parfaitement Jean-François Champollion, que à l'utilisation de bilingues.